Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des dysplasies de hanche. Le topo a été réalisé par le docteur Alice Gay sous la direction du docteur Le Gallois. Il s'agit d'une pathologie du sujet jeune qui touche 3 à 5% de la population. Elle touche en majorité les femmes, avec une augmentation du risque relatif de 2 à 4 selon les études. Les principaux facteurs de risque, outre le sexe féminin, sont la présentation en siège et l'histoire familiale. Elle concerne 48% des prothèses totales de hanches posées avant 50 ans. La présentation clinique est celle d'un patient jeune qui consulte pour des douleurs de hanches d'apparition progressive, qui peut également présenter une inégalité de longueur des membres ou une boiterie. Le bilan radiologique initial comportera des radiographies du bassin de face ainsi qu'un faux profil de Lequen. On réalisera également des clichés frog-leg qui permettent de recentrer la tête, ainsi qu'un scanner pour évaluer précisément l'antéversion du col. Si nécessaire, on pourra compléter le bilan par un arthroscanner qui permettra d'évaluer au mieux une éventuelle perte cartilagineuse localisée, ainsi qu'une IRM qui permettra d'évaluer l'état du labrum, dont la rupture peut expliquer des douleurs de l'aine sans arthrose radiovisible. La coxométrie permet de chiffrer l'importance de la dysplasie acétabulaire et fémorale. L'angle VCE, ou angle de couverture externe dont la normale est supérieure à 25 degrés, est considéré comme pathologique en dessous de 20 degrés. L'angle HTE, ou angle d'obliquité du toit, est considéré comme pathologique au-delà de 10 degrés. L'angle cervico-diaphysaire est normalement inférieur à 135 degrés. Un valgus est classique lors d'une dysplasie, avec un angle qui est alors supérieur à 142 degrés. L'angle VCA, ou angle de couverture antérieure, dont la normale est supérieure à 25 degrés, est considéré comme pathologique en dessous de 20 degrés. Concernant la forme et la largeur du fût fémoral, le type conique avec canal étroit est le plus souvent rencontré. L'antéversion du col fémoral, dont la normale est inférieure à 15 degrés, est généralement supérieure à 20 degrés lors des dysplasies coxofémorales. Toutes les classifications se basent sur la sévérité de la luxation sur le versant acétabulaire. La première, celle de Crowe et Ranawat, date de 1979. Elle permet de quantifier la luxation, qui correspond au rapport entre la distance de la base de la tête fémorale à la ligne des U et le cinquième de la hauteur de l'hémibassin. Le grade 1 correspond à une dysplasie minime avec une luxation entre 0 et 50%. Le grade 2 correspond à une dysplasie majeure avec une luxation entre 50 et 75%. Le grade 3 correspond à une luxation appuyée avec une valeur entre 75 et 100%. Le grade 4 correspond à une luxation non appuyée avec une valeur supérieure à 100%. La classification suivante, celle d'Arthophylakidis, date de 1988. Le type A correspond à une dysplasie avec une tête fémorale qui est encore dans l'acétabulum. Le type B correspond à une luxation basse avec la création d'un néoacétabulum. Enfin, le type C qui correspond à une luxation haute avec une tête fémorale qui a migré en supérieur et postérieur. La dernière classification, celle de Postel et Kerboul, date de 1989. Il s'agit d'une classification française. Elle permet d'individualiser 4 types, qui correspondent chacun à une position différente de la tête fémorale. Dans le type 1, la tête fémorale a toujours été dans le paléoacétabulum. Cependant, dans cette forme, la tête peut être plus ou moins bien couverte par le cartilage, plus ou moins déformée, plus ou moins bien centrée. Lorsque la tête a quitté le centre de rotation originel tout en restant dans le paléoacétabulum, il est utilisé le terme de subluxation. Dans le type 2, la tête est appuyée en avant sur l'aile iliaque juste au-dessus du paléoacétabulum. Dans le type 3, la tête est appuyée sur l'aile iliaque à distance du paléoacétabulum qui devient parfaitement repérable sur les radiographies. Dans le type 4, la tête vient se placer très haut en arrière sans appui sur l'aile iliaque. Il n'existe pas de néoacétabulum, la tête est atrophique. L'évolution ne se fait pas vers l'arthrose puisqu'il n'y a pas de contact entre la tête et l'aile iliaque. La chirurgie moderne conservatrice de la hanche concerne essentiellement aujourd'hui les types 1, c'est-à-dire les dysplasies centrées ou excentrées, sans luxation. Pour choisir l'indication chirurgicale, il convient en fait de répondre à plusieurs questions tenant compte de la clinique et de l'imagerie. Il s'agit de la douleur, de l'arthrose, de l'existence ou non d'une subluxation, et l'importance du défaut de couverture. Premier cas de figure, la dysplasie isolée sans douleur ni arthrose. Attention à la chirurgie préventive abusive. On n'améliore jamais quelqu'un qui ne se plaint pas. On se contentera d'un suivi clinique et radiologique. Dans le cas d'une dysplasie
douloureuse, il faudra évaluer la présence d'arthrose selon la classification de Thonis. Le traitement adapté pour les stades 0 et 1 est la chirurgie conservatrice. Il faudra également évaluer si la dysplasie est centrée ou excentrée, ainsi que l'importance de l'insuffisance de couverture. La dysplasie centrée avec un angle VCE supérieur à 5 degrés est une indication idéale de butée. Pour une dysplasie centrée avec un angle VCE inférieur à 5 degrés, la butée et la triple ostéotomie acétabulaire sont en compétition. Pour ce qui est des dysplasies excentrées avec un angle VCE inférieur à 5 degrés, la butée est dépassée. Par son principe, la triple ostéotomie de réorientation acétabulaire l'emporte sur l'ostéotomie d'agrandissement de l'acétabulum de Chiari. Enfin, pour ce qui est des dysplasies de tout type arthrosiques douloureuses, le temps de la chirurgie conservatrice est dépassé. Le traitement consistera en une arthroplastie totale de hanche. Les trois types de traitements possibles sont donc le suivi clinico-radiologique, la chirurgie conservatrice et l'arthroplastie totale de hanche. Concernant la butée, le principe est d'appliquer à la face antéro-supérieure de la capsule articulaire une autogreffe corticospongieuse dans le but de réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d'appui. Dans l'immense majorité des cas, il s'agit d'une greffe osseuse autologue prélevée sur la crête iliaque de la hanche à opérer. Il existe plusieurs techniques, par exemple la butée armée avec une plaque ou les butées faites par voie mini-invasive. L'indication est la dysplasie centrée chez le patient de moins de 40 ans. Le deuxième type de chirurgie conservatrice est la chirurgie de réorientation, pour augmenter la congruence de l'articulation, également dans le but de diminuer la pression. L'une des ostéotomies possibles est l'ostéotomie périacétabulaire. On va réaliser des coupes d'ostéotomie dans plusieurs plans. Cela va permettre une correction du fragment acétabulaire avec un déplacement en rotation latérale, antérieure, ainsi qu'une médialisation de l'articulation. Ce type d'ostéotomie n'est cependant pas réalisable si on a une dysplasie sévère ou une incongruence entre les tailles et formes de la tête fémorale et l'acétabulum. On a alors un risque de défaut de couverture postérieure qui est préjudiciable en termes de stabilité et d'usure. On pourra dans ce cas réaliser une ostéotomie d'agrandissement de type Chiari, dont l'objectif est une couverture complète et congruente de la tête fémorale en médialisant le fragment. On retrouve donc trois types de chirurgie conservatrice, à savoir la butée, l'ostéotomie de réorientation et l'ostéotomie d'agrandissement. L'arthroplastie totale de hanche est la procédure de choix pour les patients avec coxarthrose symptomatique secondaire à une dysplasie. Il s'agit d'une chirurgie qui est plus complexe qu'une PTH simplex du fait des anomalies anatomiques chez ces patients, d'où l'intérêt d'une planification préopératoire. Le premier enjeu va être au niveau du cotyle, qui est généralement aplati avec un insuffisance de couverture. On risque d'avoir des difficultés de tenue. On peut alors se servir de la tête comme d'une greffe osseuse pour réaliser une butée. La deuxième difficulté va être au niveau du fémur. On retrouve fréquemment un fémur antéversé en coxa valga, avec un fût qui est étroit. On va donc se retrouver avec des tiges de petite taille, voire sur mesure. Pour résumer, il s'agit d'une pathologie de l'adulte jeune avec deux stades principaux, la dysplasie et la luxation, que nous avons pu retrouver dans les trois principales classifications. Il existe 4 traitements chirurgicaux, la butée, l'ostéotomie de réorientation, l'ostéotomie d'agrandissement et l'arthroplastie totale. Pour aller plus loin, nous vous recommandons la lecture de 3 articles. L'article de Wiley sur l'histoire naturelle des dysplasies de hanche chez l'adulte, et les articles de Sanchez Sotelo et l'équipe de la Mayo Clinic sur le traitement des dysplasies de hanche avec et sans arthroplastie. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne YouTube OrthoLivestream. Merci et à bientôt.